Bienvenue dans le Coup de Bigot, le podcast qui réconcilie les managers avec le management. Comme pour beaucoup d'autres sujets, on n'est pas manager, on le devient. Alors chaque semaine, on va partir à la rencontre d'un manager différent et de sa problématique. Dans ce podcast, nous allons l'aider à analyser différemment sa situation, à trouver les bons outils pour passer à l'action. Les concepts de management sont déjà très vastes, nous on va essayer de se focaliser sur quelques outils très pratiques pour le manager. Dans le Coup de Bigot, on a choisi de partir de vos situations managériales, de vos cas concrets. Mon pari, c'est que vous puissiez réutiliser dans votre quotidien managérial tous les outils et toutes les situations qu'on aura vues ensemble. Je suis Yannick Bigot, je suis sociologue de formation et j'accompagne les dirigeants de TPE et de PME depuis plus de 20 ans sur leurs problématiques managériales. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Coup de Bigot où aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Marion Lassalle-Astis. Bonjour Marion. Bonjour Yannick. Ça va bien ? Ça va et toi ? Super, merci d'avoir accepté l'invitation. Marion, aujourd'hui tu voulais qu'on parle, donc d'abord tu es chef de mission dans un cabinet d'expertise comptable. Tout à fait. C'est juste ça ? Oui. Avec une petite équipe à l'intérieur d'un cabinet qui fait une quarantaine ou une cinquantaine de personnes aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Basé sur Rennes et sur Paris. C'est ça. Super. Tout bon. Donc, votre mission, c'est accompagner des clients dans le fait de produire leur bilan, de leur donner des conseils sur de l'expertise comptable et des clients de tout secteur d'activité. Et toi, tu es basé à Rennes. C'est ça. Super, c'est top. C'est tout bon ? C'est tout bon. Magnifique. Aujourd'hui, donc on se connaît déjà pour avoir travaillé ensemble. Le sujet que tu voulais aborder aujourd'hui, c'était comment est-ce qu'on développe finalement une culture du feedback et qu'on installe du feedback de manière plus systématique avec les équipes. Tout à fait. Est-ce que tu m'en dirais un petit peu plus sur mais pourquoi ce sujet ? Tout d'abord, moi je suis, on va dire, une toute jeune manager. Ça fait 1 an que j'ai une équipe. Donc manager une équipe, c'est pas quelque chose de naturel, on va dire, pour moi. Et notamment tout ce qui est feedback, c'est-à-dire que commencer à déléguer, c'est une chose, mais après faire un retour à ses équipes, c'est compliqué, surtout en termes de temps, quand on est aussi dans la production. Et voilà, c'est savoir doser, prendre le temps, peut-être savoir fixer des objectifs. Hein. On se sent des fois un peu perdu. On sait qu'il faut faire quelque chose, mais comment, à quelle fréquence, c'est un peu la difficulté du moment, on va dire. Et en quoi c'est un problème de pas forcément leur faire de feedback ? Donc juste, si on se met d'accord, faire du feedback à quelqu'un, c'est lui dire quand ce qu'il fait est bien, et c'est exactement ce qu'on attend, mais aussi être capable de lui dire quand il y a quelque chose qu'il ne fait pas correctement, pas comme on l'attend. C'est bien ça dont on est en train de parler. C'est ça, c'est exactement ça. Et en quoi c'est un problème aujourd'hui pour toi ? Déjà, c'est le faire, parce que souvent, on va dire, on produit, on travaille, c'est-à-dire qu'on délègue des tâches, etc., mais on ne fait pas forcément un retour. Ou alors, on fait un retour technique, mais aussi pas forcément sur la façon de faire ou comment faire, etc. Et pareil, faire un retour positif, je trouve que c'est assez facile, mais quand les choses ne vont pas bien, forcément bien, c'est plus dur de l'expliquer enfin voilà, on veut pas blesser la personne ou voilà, être indélicat, des choses comme ça. Pour moi, c'est une difficulté, je pense. D'accord. Et est-ce que tu sais dire pourquoi c'est difficile pour toi de faire ce type de retour aux gens et pourquoi est-ce que, par exemple, tu penses que dire à quelqu'un qu'il n'a pas forcément bien fait quelque chose, ça pourrait être blessant pour lui ? Qu'est-ce qui fait que tu as cette représentation-là en tête ? Ah ben moi j'ai peur, oui, je sais pas, ou de le blesser, lui faire la peine, de pas utiliser aussi les bons mots, parce que des fois c'est être maladroit, peut-être qu'on veut dire quelque chose et mal l'exprimer. Ça peut aussi, je pense, avoir des conséquences, je sais pas, qu'il perde confiance en lui ou des choses comme ça. Oui, c'est vrai que ça peut être un risque en effet. Est-ce que tu nous dirais en 2 mots comment ça se passe quand tu fais du feedback à tes équipes sur ces derniers mois ou semaines là, concrètement, ça se passait comment ? Alors, déjà, je pense qu'il n'y en a pas assez eu, mais j'ai essayé de fixer des dates, m'obliger déjà à fixer des dates en amont pour être obligé de le faire. Quand la date arrive, on se pose et on le fait. Donc, il y a ce feedback, on va dire, imposé. Là, on prend le temps, je trouve, de parler. C'est plus basé sur un échange. Donc, on peut faire le feedback positif et essayer aussi d'amener les corrections, on va dire, à apporter, on va dire, mais toujours de façon, je sais pas, c'est très dosé, on va dire. Moi, j'ai du mal à être franche, je pense, dans mes propos. Okay. Et après aussi au quotidien, c'est-à-dire prendre le temps aussi de faire un retour, on va être peut-être plus technique sur les points, et ce qui permet, je pense, de progresser, mais qui n'est pas toujours récurrent. Et pareil, c'est savoir comment, est-ce qu'il faut faire un retour systématique, est-ce qu'il faut le faire ponctuellement. Pour l'instant, c'est un peu à tâtons, tout ça.
Mais ça avance. Voilà, ça avance. Ok, c'est un sujet qui est très vaste. Donc d'abord, le premier truc probablement qu'il faut avoir en tête, c'est qu'est-ce qui se passe si je fais pas de feedback à un collaborateur ? Là, on est en train de se poser la question de finalement, si je lui fais du feedback, qu'est-ce qu'il pourrait ressentir, etc. Et c'est vrai qu'on a tous vécu des moments où un manager nous explique que ce qu'on a fait, c'est pas bien. Enfin, c'est pas en tout cas ce qu'il attendait, qu'on n'est pas dans le niveau de qualité qui était souhaité ou dans les délais qui étaient souhaités, etc. Mais qu'est-ce qui se passe tu vois, si on ne fait pas de feedback à un collaborateur, on sait qu'il a mal fait, on sait que c'est pas ce qu'on attendait. Bah, il n'y a pas de progression. Oui. Mais dans l'idée, je suis d'accord. C'est après, dans la pratique, c'est plus compliqué. Le premier élément qui freine souvent les managers à faire du feedback à des collaborateurs, c'est qu'ils ont effectivement souvent... Alors, il y a la question du temps que tu évoques, clairement, qui est effectivement un vrai sujet chez pas mal de managers. Et puis, il y a la question de la peur, entre guillemets, de blesser ou de pas savoir forcément comment expliquer les choses. Donc, on va en parler un peu. Le premier sujet, c'est que tous les managers ont intérêt à avoir en tête, c'est si je ne fais pas de feedback à un collaborateur, c'est pas juste qu'il n'y a pas de progrès, c'est qu'en fait, je l'empêche de progresser. Il faut juste essayer de se marteler finalement cette phrase dans la tête, de dire si je ne fais pas de feedback à mon collaborateur, je l'empêche en réalité de progresser. Parce qu'on verra tout à l'heure, au travers de la fenêtre de Johari, que souvent le collaborateur ne se rend pas compte que ce qu'il fait, c'est pas exactement ce qu'on lui a demandé, ou c'est pas ce qu'on voulait. C'est rare qu'un collaborateur volontairement fasse le contraire de ce qu'on lui a demandé. Et je me souviens d'un dirigeant qui en fait n'avait pas expliqué aux collaborateurs exactement ce qu'il faisait mal et surtout l'enjeu qu'il y avait derrière. C'est-à-dire, il lui avait promis un job de niveau direction générale avec beaucoup de responsabilités, mais son comportement était pas le bon. Il lui disait juste que son comportement était moyen, mais il lui avait pas posé le contexte en disant si tu changes pas ton comportement, en réalité, t'auras pas le job que je t'ai promis. Et en fait, il le laissait échouer en ne lui faisant pas de feedback. Donc quand un manager a peur de blesser un collaborateur, faut qu'il se dise oui, mais si je lui dis rien, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'en fait, je le laisse échouer ou en tout cas, je l'empêche de progresser. Présenté comme ça, on se dit finalement, j'ai peut-être quand même intérêt à lui dire ce qui va pas parce que en vrai, même si je m'y prends mal dans les formes, au moins je l'aide véritablement et sincèrement à progresser et je l'empêche pas de le faire. Donc ça, c'est quand même le premier truc à avoir en tête sur le feedback. Pas de feedback égale empêcher l'autre, bloquer l'autre dans sa progression. Ça va, ça ? Oui, mais ce que je dis, c'est... En fait, voilà, c'est vrai quand tu le dis. Ouais. Mais après, quand on se retrouve, on va dire, face aux collaborateurs aussi, c'est ça, c'est trouver les bons mots, peut-être avoir fixé les objectifs aussi en amont. Ouais. Parce que des fois, je pense qu'on n'est même pas clair dans le travail qu'on donne, on va dire, ou qu'on délègue. Donc, je pense que peut-être ça se travaille beaucoup en amont. Oui. Et pareil, je pense que c'est une organisation à avoir. C'est du travail. Clairement. Souvent, ce que je raconte dans des formations, en début de formation, c'est que on ne peut pas manager correctement si on ne dédie pas du temps à cette activité managériale en tant que telle. C'est-à-dire, si je veux manager, il faut accepter de passer du temps là-dessus et de pas être effectivement en production. Donc, il faut clairement dégager du temps, typiquement de se dire, toutes les semaines, il va falloir que je passe du temps à faire du feedback à un collaborateur. Ça peut être un entretien 1 à 1, ça peut être des analyses de cas à plusieurs, mais en tout cas, il y a un moment où il va falloir effectivement travailler la progression des collaborateurs, ça va pas se faire naturellement. L'avantage que vous avez dans le monde de l'expertise comptable, dans le monde des cabinets, c'est que vous êtes sur des activités qui sont des activités récurrentes. C'est-à-dire que quand quelqu'un a fait une déclaration de TVA une fois, le mois suivant, il va recommencer, le mois d'après, il va recommencer, il y a quelque chose de répétitif. Évidemment, les chiffres sont pas les mêmes, les contextes de chacun des clients sont pas les mêmes, mais l'action, entre guillemets, se répète. Donc, l'avantage pour vous, c'est que ça crée une vraie capacité d'apprentissage. Oui, c'est vrai. Donc ça permet de construire un vrai plan de progrès avec le collaborateur. Le deuxième truc à avoir en tête sur le feedback, on peut peut-être, puisque tu parlais de plan de progrès, on peut peut-être faire un petit dessin autour du plan de progrès. Souvent, les managers que je rencontre, un peu comme toi, ont tendance à considérer que la responsabilité des progrès du collaborateur, c'est d'abord la responsabilité du manager. Et moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est une co-responsabilité. C'est au moins autant la responsabilité du collaborateur de progresser lui-même et de faire correctement son job que la responsabilité du manager que de l'aider effectivement et lui donner les bons moyens pour pouvoir effectivement progresser. Donc, ce que moi j'invite toujours les managers et les collaborateurs à faire ensemble, c'est globalement de dessiner un escalier en réalité. Donc au global, c'est d'arriver à se dire, ok, où est-ce que tu dois être
demain en termes d'autonomie, où est-ce que tu dois être demain en termes de capacité à réaliser telle action ou telle action, où est-ce que tu en es aujourd'hui, et du coup, quelles sont les étapes finalement pour y arriver. Et dans quel délai tu dois avoir atteint chacune des étapes et de se dire peut-être que dans 3 mois, tu dois être autonome sur les déclarations de TVA de tel type de dossier. Comment est-ce qu'on s'organise ensemble pour que tu puisses le faire de manière autonome sans que j'ai besoin de vérifier derrière toi, sans qu'il y ait plus d'erreurs effectivement, ou en tout cas pas plus d'erreurs qu'il y en aurait avec n'importe qui d'autre. Donc comment est-ce qu'on construit finalement ce plan d'action-là ? Oui, c'est ça. En amont, du coup. Exactement. Ça, c'est bien. Et ça, on le définit, seul ou ensemble. Enfin, plutôt ensemble. Donc ça veut dire même en amont, au tout début, on se pose avec le collaborateur pour définir les objectifs ensemble. C'est sûr que c'est plus facile de dire à quelqu'un « on s'était fixé tel objectif, où est-ce que t'en es ?» Voire que ce soit même la responsabilité soit mise chez lui de se dire finalement faisons le point tous les 15 jours ou tous les mois sur ton plan de progrès, il devient responsabilisé sur son propre plan de progrès. Il a pu fixer des axes et il aura fixé un tempo. C'est intéressant pour un manager de dire tiens, sur telle action, tu penses que tu peux être autonome à quelle échéance, et il te faut quoi comme moyen pour arriver à être autonome là-dessus. T'as besoin de quoi comme aide de ma part, t'as besoin de quoi comme aide de la part d'un de tes collègues, t'as besoin de quoi. Oui, parce qu'en plus, c'est vrai qu'il y a des gens très autonomes et des gens qui ont peut-être besoin plus aussi de retour, plutôt qu'imposer le même rythme à tout le monde. C'est vrai que ça peut être bien de le Et tu pourrais même fixer le tempo, de dire, et du coup, tu as besoin qu'on se voit à quelle fréquence pour analyser effectivement ta performance ou ton évolution ou tes plans de progrès. Et là, tu remets, c'est une expression que j'utilise souvent, tu remets un peu la pierre dans son jardin. C'est-à-dire, ça devient presque sa responsabilité à lui de venir te demander finalement ton avis sur le sujet. Ça te lève entre guillemets un peu cette espèce de pression de dire « oulala, il va falloir que je prenne rendez-vous avec mon collaborateur pour lui dire qu'il y a un truc qui s'est pas bien passé ». Là, pour le coup, on est sur un plan de progrès qu'on a défini ensemble et on avance ensemble sur le sujet. Oui, puis ça permet, je pense, d'identifier pour lui aussi peut-être des objectifs plus personnels qu'on n'a pas des fois en tête en tant que manager. Exactement. Ok. Premier truc intéressant sur le plan de progrès. Il n'y a plus qu'à. Ça, c'est pas mal. Je voudrais qu'on parle de la fenêtre de Johari. La fenêtre de Johari, c'est un outil assez simple. En fait, ça explique que en nous, on a tous 4 dimensions. 4 cases finalement, on représente un carré, on le découpe finalement en 4 et on dit il y a 4 zones. Il y a une zone qu'on appelle la zone publique, c'est en gros ce que les autres savent de moi et que je sais de moi-même. On a une zone qu'on pourrait appeler un jardin secret, c'est en gros la zone que je connais de moi mais que les autres ne connaissent pas de moi. Il y a une zone qui est la zone qu'on appelle finalement la zone d'ombre ou l'angle mort. C'est finalement ce que les autres connaissent de moi, mais que moi, je ne connais pas de moi. C'est souvent, typiquement, mes réactions sous stress ou toute une partie des choses que les autres ont bien compris que je fonctionnais comme ça, mais moi, je le maîtrise pas bien. Si j'ai pas un rétroviseur, finalement, ou quelqu'un qui me fait un effet miroir sur ce sujet-là, j'arrive pas à progresser. Et puis après, il y a une zone qui est une zone, entre guillemets, qui est connue ni de moi, ni des autres, et cette zone, elle serait ailleurs, pas dans le contexte professionnel. Donc là, on va s'intéresser finalement à cette histoire de zone d'ombre en réalité, qui est un peu mon angle mort. C'est tout ce que je fais sans que je me rende compte que je suis en train de le faire. La plupart des collaborateurs, ils ont eux aussi cette zone d'ombre et notre rôle de manager, c'est finalement de venir éclairer cette zone d'ombre-là, de jouer l'effet miroir pour leur dire, en réalité, voilà ce que tu fais et voilà quel est l'écart par rapport à ce que je voudrais que tu fasses ou par rapport à ce que l'organisation attend que tu fasses. Il est très rare, moi j'en ai quasiment jamais rencontré, de voir des gens qui faisaient mal leur travail volontairement. Ça n'existe quasiment jamais. Il y a forcément une raison pour laquelle un collaborateur fait mal son job. Soit c'est parce qu'il n'a pas compris ce qu'on attendait de lui, soit parce qu'il n'a pas les moyens, soit parce qu'il y a quelque chose qui vient l'empêcher de le faire, parce qu'il y a les autres qui fonctionnent de manière différente et qui l'empêchent de dérouler une process comme ça devrait, etc. Il y a plein de raisons. Donc c'est le job du manager de pouvoir analyser finalement qu'est-ce qui fait que mon collaborateur fait mal son travail, ou en tout cas pas comme on l'attend. Et ça, le rôle du manager, c'est aussi d'éclairer le collaborateur en lui disant « Te rends-tu compte qu'effectivement, ce qu'on attend de toi, c'est ça, et que ce que tu fais, c'est ça ?» Et ça, c'est un vrai feedback pour le coup, pour le collaborateur. Et le feedback, ça sert à éclairer cette zone d'ombre-là, dont il ne se rend pas complètement compte. Donc quand toi, tu as un doute sur le fait de dire « Est-ce que finalement, ça va blesser le collaborateur, etc. » Le premier truc, c'est de te dire « ce qu'on se disait tout à l'heure, si je le fais pas, globalement, je vais l'empêcher de progresser. » Le deuxième truc, c'est il se rend probablement pas compte de ce qu'on est en train de faire, et probablement que si c'était moi-même, j'apprécierais pas forcément que mon manager se rende compte que je fais mal un truc et qu'il me le dise pas. Oui.
Oui, non, mais c'est vrai. Mais après, c'est une question de forme, je trouve, parce que ça, quand on arrive en rendez-vous, on a plein de bonnes idées, on veut dire ça. Ouais. Et en fait, au moment de l'annoncer, soit ça ne prend pas, enfin, on part sur quelque chose, on se dit, c'est pas du tout là où je voulais arriver aussi, où je voulais mener l'entretien. Oui. On voit que la personne ne le reçoit pas de la façon dont on veut l'envoyer, on va dire, le message, des fois, c'est ça. Et c'est, je trouve, ce qui est compliqué. La communication après verbale, quoi. Alors là, on rentre dans la forme. Voilà, intéressant. Oui. Mais ça fait partie, je trouve, du feedback. C'est-à-dire que c'est aussi toute une question de forme. Okay. Je pense qu'on peut dire la même chose de différentes façons et ce ne sera pas reçu de la même façon. Alors, il y a 2 très bons moyens de faciliter la forme dans le feedback. L'outil très pratico-pratique. Donc, le premier, c'est l'équilibre entre feedback positif et négatif. Et le deuxième, c'est le verbe que tu choisis. Si on traite tout de suite le verbe qu'on choisit, moi, je recommande toujours aux managers de bannir le verbe « être » de leur feedback, de jamais viser finalement la personne au travers du feedback. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très mal reçu par chacun d'entre nous. On n'aime pas qu'on nous dise typiquement « tu n'es pas fiable ». Ça, c'est une phrase qu'on n'a pas du tout intérêt à prononcer à quelqu'un dans un feedback. Par contre, on peut lui dire, dans telle situation, tu as manqué de fiabilité, ou avoir de la fiabilité, ça voulait dire ça, et toi, voilà ce que tu as produit. Mais du coup, on va chercher plutôt un verbe d'action, un verbe technique, pour effectivement qualifier la situation, parce qu'on est sur un élément factuel. On dit que on vise quelque chose de factuel et pas quelque chose d'individuel ou de personnel. Or, dès qu'il y a le verbe être dans une phrase, on est souvent visé sur l'individu et sur la personne. Donc le premier élément, entre guillemets, technique à avoir, c'est dans les mots que je choisis, c'est de toujours bannir le verbe être et de toujours revenir effectivement sur des actions et des actions bien précises et concrètes. Bonne méthode. S'il y a être dans ta phrase... Non, mais en plus, je pense que naturellement, c'est un mot qui vient. Ouais. Donc, c'est pareil, il faut s'entraîner en amont. En tout cas, oui, faut mettre des mémos. C'est sûr qu'il faut préparer. Souvent, on rigole beaucoup avec ça dans les sessions de formation de managers, parce qu'il y a des mises en situation. Souvent, les gens sont pas très contents de faire une mise en situation, ils trouvent ça très artificiel. Et puis, au sortir de la mise en situation, ils se rendent compte que finalement, c'était utile, et ils disent, ce qui fait que ça s'est bien passé, et que parfois, en 3 minutes dans l'exercice, on arrive à faire un feedback, c'est qu'en fait, ils les avaient préparés auparavant. Donc, il y a quand même un vrai truc dans la préparation d'un entretien de feedback à quelqu'un. Qu'est-ce que je veux exactement lui dire? Quels sont les mots que je vais utiliser pour le lui dire? Et du coup, sur quoi je focalise effectivement ce temps-là? Ça doit pas être un exercice qui est très long. Un entretien de feedback, ça peut durer 5 ou 10 minutes sur un sujet. Parce qu'on va focaliser sur un sujet. Si je multiplie 5 points de recadrage, forcément, ça va pas marcher. Et le deuxième élément, au-delà du verbe qu'on choisit, c'est effectivement l'équilibre entre feedback positif et feedback négatif. Alors là, il y a plein d'écoles sur le sujet, mais en tout cas, il faut se dire que pour que j'accepte un feedback négatif de quelqu'un, il y a intérêt à ce qu'il m'ait aussi fait du feedback positif avant. Et du tempérament, enfin, il y a des tempéraments aussi enfin, il y a des gens qui reçoivent pas, on va dire, le feedback de la même façon, je pense. Ah, c'est sûr. Ça les touche plus ou moins. Donc, c'est vrai que faut analyser, enfin, je pense peut-être analyser la personne avant, savoir comment elle va le recevoir. Des fois, on prévoit pas, mais je pense que, je sais pas si on peut parler de la même façon à tout le monde. Non, c'est sûr que il faut tenir compte de la personnalité, de comment est-ce que les gens fonctionnent, de leur sensibilité, puis de la temporalité. C'est-à-dire, il y a des moments entre guillemets pour faire un feedback à quelqu'un. Choisir de faire un feedback un vendredi soir avant de partir en week-end, c'est pas une très bonne idée. Le 23 décembre, c'est pas une très bonne idée non plus. Donc globalement, il faut choisir son moment pour effectivement faire ses feedbacks aux collaborateurs. En tout cas, dans l'équilibre entre positif et négatif ou constructif, c'est de se dire. Les Américains utilisent les 5 ou les 7 entre guillemets pour 1. C'est-à-dire, ils disent il faut faire entre 5 et 7 feedbacks positifs à quelqu'un avant de lui faire un feedback négatif. C'est peut-être disproportionné, en tout cas si on raisonne à l'échelle de la journée, ça fait quand même beaucoup de dire à quelqu'un ouais, super 5 fois pour lui dire une fois il y a un truc qui allait pas. Donc moi j'ai tendance à dire faut plutôt raisonner à l'échelle de la semaine, de dire est-ce que sur une semaine j'ai effectivement bien dit à un collaborateur entre 5 et 7 fois s'il y a des trucs qui se sont bien passés et qu'il a bien fait. Si j'ai pas fait ça, c'est probablement difficile pour lui de recevoir un feedback négatif. En tout cas, à minima, sans aller jusqu'à cet extrême, entre guillemets, un peu de la culture américaine, moi, je prends souvent le ratio 2 tiers, 1 tiers. De dire,
si je veux faire un feedback négatif, il faut au moins que j'ai fait 2 feedbacks positifs à un collaborateur. Voilà, pour trouver un équilibre. Si je n'en fais pas suffisamment des feedbacks positifs, le problème, c'est que ça crée une espèce de déséquilibre dans la tête du collaborateur. Il a l'impression que je ne lui renvoie finalement que des feedbacks négatifs et que je lui fais jamais de feedback positif. Donc, faut renverser, entre guillemets, cet équilibre-là en faisant plus souvent du feedback positif. Et dans ces cas-là, quand j'ai eu 4-5 feedbacks positifs, j'accepte tout à fait qu'on me fasse aussi un feedback constructif. Souvent, j'utilise le terme de constructif plutôt que négatif en disant si je fais juste un feedback négatif pour quelqu'un pour lui dire ça, c'était nul, ça sert pas à grand chose. Si par contre je lui dis voilà, là c'était pas le bon niveau de qualité et voilà ce qu'il aurait fallu que tu fasses, comment est-ce que tu aurais pu t'organiser pour y arriver, etc. Là, on essaye de trouver finalement un plan d'action et un plan de progrès. Et là, pour le coup, le collaborateur accepte plus facilement qu'on discute de la situation. C'est pas juste une espèce de recadrage qui sert juste à lui dire que c'était pas bien, quoi. Ça va, ça ? Ça va, très bien. Est-ce que là, c'est pas mal, t'es un peu plus outillé ? J'intègre tout ce que tu m'as dit. Ça fait beaucoup d'informations. Qu'est-ce que t'envisages ? On arrive à la fin de cet épisode. Qu'est-ce que t'envisages, toi, de faire de manière un peu différente ? Qu'est-ce que tu retiens de cet échange pour les semaines à venir ? Alors déjà, tout de suite, m'organiser pour prendre du temps. Pour mieux manager, on va dire, pour déjà planifier aussi des temps, on va dire, de feedback sur les prochaines semaines, même prochains mois, je pense, comme ça, ce sera organisé. Et puis, oui, voilà, mettre en œuvre toutes tes techniques. Ça, je pense qu'il faut pratiquer. Après, c'est ce qu'il faudra voir. Et si, je pensais aussi, tu vois, en parlant, pourquoi pas faire un feedback dans l'autre sens ? C'est-à-dire, comment ils peuvent te faire un retour, toi, en tant que manager, comment ils te perçoivent, pour toi aussi avancer en tant que manager, peut-être. Je viens d'y penser. C'est un très bon moyen de renforcer la culture du feedback dans l'organisation, parce qu'en fait, les organisations françaises ont souvent pas une grande culture du feedback. Souvent, on attend l'entretien annuel pour que le manager nous dise finalement tout ce qui va pas. Franchement, un rendez-vous en un an pour travailler sur ce qui va ou sur ce qui va pas, c'est forcément pas suffisant. Donc, faut l'installer de manière beaucoup plus fréquente, trouver le bon équilibre entre positif et négatif. Et si en plus, on arrive à dire c'est quelque chose de réciproque, là, pour le coup, ça s'inscrit vraiment dans la culture de manière pérenne. Donc, super idée. Voilà. Ouais, comme ça peut être rassurant. Et puis, faire plus de feedback, je pense, positif aussi. Parce qu'on le pense, des fois, je pense qu'on pense les choses, mais on les dit pas. Donc, peut-être au quotidien, plus l'identifier, le dire. Pas prendre les choses comme acquis, quoi. Et il ne faut pas hésiter à le dire aux collaborateurs. J'essaye de progresser sur le sujet. Je vais fonctionner de manière différente dans les semaines qui viennent. Attendez-vous à ce que je vous fasse à la fois plus de feedback positif, plus de feedback négatif, et je vous en demanderai aussi. Voilà, c'est un truc qui doit se développer chez nous. Donc, on va fonctionner de manière un peu différente. Il ne faut pas hésiter à leur dire. Sinon, ils pourraient trouver ça bizarre. Le truc non, ils savent. On est en progrès, en phase de progression. Eh ben, merci beaucoup, Marion. Merci à toi. Bonne journée à toi. Merci à toi aussi. Merci d'avoir écouté et visionné ce podcast. S'il vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner. Et vous pouvez également laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme favorite. Si vous rencontrez vous aussi une situation managériale sur laquelle vous souhaitez un regard nouveau, n'hésitez pas à me laisser un message sur LinkedIn ou sur Instagram et j'aurai le plaisir de vous recevoir dans les mêmes conditions dans le podcast pour l'analyser ensemble et le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.